Bonjour à tous. Donc bienvenue sur ce webinaire Logement et aménagement au service du bien vieillir. Donc l'idée de ce webinaire, c'est de vous présenter une étude qu'a réalisée le FCBA l'année dernière sur le sujet du logement et de l'aménagement au service du bien vieillir. Et cette présentation d'étude sera complétée par un témoignage de Claire Letertre, donc de Leroy Merlin Source, qui travaille aussi depuis de nombreuses années sur ce sujet. Donc, pour faire très rapide, pour vous présenter le FCBA, donc le FCBA, c'est l'Institut technologique du bois et de l'ameublement. Notre objectif, c'est de promouvoir le progrès technique et l'innovation auprès des entreprises avec qui nous travaillons et de contribuer à l'amélioration de la performance et de la garantie de la qualité dans l'industrie. Nous travaillons dans plusieurs secteurs d'activité qui vont de la forêt, donc où pousse le bois, jusque la première transformation, la seconde transformation, la construction, le bois dans la construction, bois dans l'ameublement, enfin l'aménagement des espaces de vie et l'environnement. Et donc, nous travaillons, Clarine et moi, au pôle ameublement, enfin au pôle aménagement des espaces de vie. Nous ne sommes pas spécialisés dans l'utilisation du matériau bois, mais bien sur l'ensemble des produits d'aménagement. Voilà une idée de où nous sommes implantés en France. Les missions de l'Institut technologique, c'est bien d'acquérir du savoir et de diffuser des informations scientifiques et techniques auprès des professions que nous accompagnons. Nous mettons au service de ces entreprises nos savoir-faire et nos compétences et nous accompagnons les professions et donc les entreprises des différentes professions sur leur marché. Nous avons des missions de conseil, de consultance au sein de l'Institut, des prestations d'expertise et de diagnostic sur différents sujets divers et variés. Et nous avons aussi des laboratoires d'essais sur les différents marchés avec qui nous travaillons. Donc, dans le pôle aménagement des espaces de vie, notre objectif, c'est d'accompagner les entreprises dans la fabrication ou la distribution et la conception de nouveaux produits, leur évaluation, la certification et la vente en France et à l'étranger. L'objectif, c'est de vous accompagner et d'accompagner les aménageurs d'espace à définir leurs besoins et ensuite à développer le mieux possible ces différents produits. Donc, encore une fois, dans le pôle aménagement des espaces de vie, nous avons un service de consultance et d'innovation pour nos clients. Une équipe essais et mesures donc, qui permet de tester différents produits et une équipe de certification donc, qui nous permet de délivrer un certain nombre de certifications sur les produits de nos clients. Donc, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le logement et l'aménagement au service du bien vieillir. Donc, l'objectif, c'est de recontextualiser un petit peu le vieillissement de la population, puisque c'est un sujet qui est de plus en plus important dans notre société et même dans le monde. Enfin, ce n'est pas que à l'échelle de la France. Donc, regarder un petit peu les statistiques démographiques, les conséquences du vieillissement sur la société, sur les individus et les problématiques que l'on peut rencontrer dans ce sujet-là. Nous parlerons ensuite du bien vieillir. Donc, qu'est-ce que le bien vieillir et quels sont les axes d'innovation qui sont en lien avec cette thématique-là. Et nous ferons ensuite un passage sur les différents cadres de vie qui sont proposés aux personnes seniors, des plus classiques, comme par exemple les maisons de retraite, les EHPAD, aux plus originaux, on va dire, des cadres de vie plus de niche qui peuvent apporter aussi des avantages très intéressants et qui sont de plus en plus en lien avec le bien vieillir. Voilà.
Donc, je vais laisser la parole à Clarine pour introduire la partie vieillissement de la population. Merci Justine. Alors déjà, pour commencer cette partie, Justine nous a mis une belle citation d'Alexandre Dumas. La jeunesse rit de tout ce qui n'est pas jeune sans penser qu'elle vieillira. Donc oui, le vieillissement, c'est un processus complexe et c'est un processus obligatoire où tout le monde va passer et qui entraîne des dégradations physiques et mentales. Mais vieillir n'est pas forcément devenir fragilisé. Donc ça, on en reparlera plus tard. Mais voilà, je voulais juste commencer par dire cela et puis vous donner quelques chiffres. D'après l'OMS, entre 2015 et 2050, la proportion des 60 ans et plus dans la population mondiale va presque doubler. Donc, on va passer de 12% à 22%. Donc c'est quand même énorme. Et on va voir dans les slides suivantes que la perception du seuil de vieillissement dépend de plusieurs facteurs, ce qui est très intéressant. Et le vieillissement a plusieurs conséquences, que ce soit pour la société, mais aussi pour l'individu. On va déjà commencer par voir la perception qu'on a du vieillissement. Déjà, à partir de quel âge on peut considérer qu'on est senior? Alors, ce qu'on a vu avec Justine, c'est que senior, c'est vraiment une notion très subjective. Par convention, on peut dire que chez l'homme, le vieillissement est associé au troisième âge. Et le troisième âge commence dès 65 ans, donc c'est 65-80 ans, mais on parle aussi du quatrième âge pour les plus de 90 ans. Et parfois, on parle aussi des jeunes vieux, des vieux et des très vieux. Donc déjà, par convention, il y a plusieurs paliers d'âge. Mais ce qu'on voit aussi, c'est qu'en fonction du contexte, l'âge qu'on peut considérer qu'on est en senior change beaucoup. Par exemple, dans le monde du sport professionnel, on est senior dès l'âge de 23 ans, ce qui est très tôt. Dans les études marketing, on est senior dès 50 ans. Donc là aussi, on est loin des 65-89 ans dont on parle par convention. Il y a aussi pour la sécurité sociale, la SNCF, eux, on parle de seniors à partir de 60 ans. Donc voilà, on voit bien qu'en fonction des contextes, l'âge à laquelle on met le mot senior est très différent. Et le dernier exemple, c'était dans le secteur médical. On dit qu'on est senior à partir de 70 ans parce que c'est à partir de cet âge-là que les problèmes de santé commencent un peu plus à s'accumuler. Ensuite, ce qu'on a vu, c'est que l'âge à laquelle on donne le mot de senior peut dépendre beaucoup de notre perception. Et notre perception évolue beaucoup en fonction déjà de l'espérance de vie moyenne. Forcément, il y a un siècle, on disait pas on n'avait pas la même notion de vieillissement. Quelqu'un de vieux, c'était quelqu'un qui avait déjà que 50 ans, alors que maintenant, on parle de quelqu'un de plus âgé à partir de 75 ans. Notre notion va aussi dépendre de l'âge que l'on a nous-mêmes. À 20 ans, le seuil de la vieillesse estimé, d'après les études, c'est plutôt autour de 61 ans. Mais par contre, quand on a 61 ans, ce seuil de la vieillesse n'est pas à 61 ans, mais on le recule à chaque fois davantage. Donc c'est plutôt bien fait. Et on a aussi vu que notre perception peut aussi dépendre des événements de vie marquants. Par exemple, la naissance des petits-enfants, l'âge de la retraite, voilà, les changements sur l'apparence physique, tout ça, ça va être des événements qui vont vraiment qui vont faire que notre perception va changer. Tu peux passer, Justine. On voulait vous remettre quelques statistiques démographiques. Déjà, actuellement, il faut savoir que la part des personnes âgées de 65 ans et plus a déjà beaucoup augmenté ces 15 dernières années. On est passé de 16,2% en 2003 à 19,7% en 2018. Il faut savoir aussi que l'Italie est maintenant le deuxième pays au monde où on compte le plus de personnes âgées, juste derrière le Japon. Donc, cette tendance voilà, s'explique par différentes choses, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Ce qu'il faut retenir, c'est que vraiment, la part des personnes âgées augmente de plus en plus avec les années et on retrouve cette tendance partout dans le monde, dans l'Union européenne, mais aussi en France. Nous, en France, on est en 10e position au niveau de l'Union européenne sur la part de la population des plus de 65 ans.
mais le classement va évoluer fortement dans les années à venir. Il y a plusieurs projections qui sont faites. Au niveau de l'Union européenne, ce que l'Eurostat prévoit, c'est que d'ici 2080, il y aura une augmentation à 28,7% des 65 ans et plus, ce qui est vraiment beaucoup. Et en France, les projections disent que là, actuellement, en fait, il y a environ 1,5, une personne sur 5 qui a plus de 65 ans, mais dans 20 ans, il y aura une personne sur 4 environ. Donc, c'est quand même une forte augmentation. Le vieillissement le vieillissement a plusieurs conséquences. Il y a des conséquences sur la société. Donc, c'est ce qu'on détaille un petit peu plus sur cette slide. Déjà, il y a des conséquences sur l'économie. Il faut savoir que les conséquences peuvent être négatives, mais ils peuvent aussi être positifs. Sur l'économie, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une augmentation du budget retraite. Il y a également une augmentation du budget santé. Il y a aussi la création d'une nouvelle économie, la Silver Economy, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Et puis, il y a aussi une augmentation du marché du tourisme, parce que plus on a du temps libre, plus on est attiré par des activités de loisirs et de tourisme, plus on a le temps de les faire. Et donc, voilà, la population âgée et, voilà, augmente vraiment le marché du tourisme. On voit aussi qu'il y a des impacts sociologiques, car quand on avance en âge, il faut aussi parfois adapter l'environnement, adapter par exemple le poste de travail, adapter le logement, adapter aussi les espaces publics. Et il y a la thématique aussi de la cohabitation intergénérationnelle qui va se poser surtout de plus en plus, puisque comme je vous l'ai dit, en 2040, on sera à peu près une personne sur 5, une personne sur 4 aura plus de 65 ans. Donc, il risque d'avoir des tensions intergénérationnelles. Donc, l'un des garants importants pour essayer d'éviter ça, de réduire ça, c'est le vieillissement actif et en bonne santé des personnes. Il y a aussi des impacts environnementaux. Par exemple, la hausse de la consommation électrique, l'allongement du cycle de vie des produits, et aussi la chute des ventes de certains aliments. Par exemple, les biscuits, les pizzas, car on se rend compte que les personnes seniors ont tendance à privilégier la qualité des produits. Et donc, voilà, ça chute ces ventes-là, par exemple. On voit aussi qu'il y a des inégalités de santé. Une personne au même âge n'aura pas forcément la même santé. Ça va dépendre de beaucoup de choses. Ça peut dépendre de la génétique, mais ça peut aussi dépendre de l'environnement physique et social et encore d'autres facteurs. Le vieillissement a bien évidemment des conséquences sur l'individu. Il y a les problèmes de santé courants qui peuvent arriver pas forcément que aux personnes âgées, mais qui arrivent souvent aux personnes âgées également. Par exemple, le déficit auditif, la cataracte, les lombalgies, le diabète, etc. Mais il y a aussi des syndromes gériatriques, qui sont où la plupart des personnes âgées sont touchées, qui concernent plus les personnes âgées plutôt, telles que la fragilité, les chutes, les troubles de l'équilibre, l'altération de la capacité à effectuer certaines activités quotidiennes comme se laver, s'habiller, faire le ménage, etc. La liste est assez longue. Et les personnes âgées peuvent aussi être sujettes à d'autres risques, tels que la perte d'autonomie, mais aussi le risque de maltraitance. Une autre problématique auquel les personnes âgées peuvent être confrontées, c'est l'isolement. On se rend compte que les personnes âgées il y a beaucoup de personnes âgées qui vivent seules et qui sont isolées. Et l'isolement peut avoir plusieurs conséquences, déjà sur le moral, mais aussi sur la santé. Et ça peut également complexifier certains actes indispensables de la vie quotidienne. Par exemple, faire ses courses, se faire soigner. Voilà, donc l'une des choses qui se fait, c'est aussi l'adaptation du logement. Voilà, pour aider les personnes âgées. Mais cette perception de l'adaptation du logement n'est pas forcément bien vécue, mais ça va dépendre du type de travaux qu'on va faire dans le logement. Il va y avoir, par exemple, les travaux un peu plus de confort, d'esthétisme, où on va enlever, par exemple, on va remplacer une baignoire par une douche à l'italienne. Ce ne sera pas forcément stigmatisant, donc ce sera assez bien pris.
Mais par contre, il y a aussi d'autres travaux qui sont un petit peu plus nécessaires et qui prônent vraiment le maintien de l'autonomie et qui parfois n'ont pas la même perception, car ils peuvent être un petit peu plus stigmatisants. Par exemple, le fait d'avoir un lit médicalisé chez soi. Donc ensuite, on va regarder et en savoir un peu plus sur la notion du bien vieillir. Donc c'est une notion dont on entend de plus en plus parler. On a remarqué dans notre étude que le bien vieillir, donc c'est beaucoup une affaire de perception, donc c'est assez subjectif et ça peut être différent d'un pays à un autre. On a remarqué, enfin, on a lu que la crise sanitaire qu'on a vécue, qu'on vit encore en ce moment, avait eu à renforcer cette notion de bien vieillir et ça a rappelé l'importance de vieillir en santé, mais également avec des notions de profiter de la vie et d'aller à l'essentiel. Et on verra aussi une contre-tendance qui peut être une menace pour le bien vieillir. Il s'agit de l'agisme. Donc, rapidement, les définitions sur le bien vieillir, quand on essaye de voir ce qui se dit, on voit qu'il n'y a pas une définition, il n'y a pas un consensus sur une définition. La première fois que ce concept a été abordé, ça a été par deux Américains en 1987 qui séparaient le vieillissement en trois types de vieillissement. Le vieillissement pathologique, donc avec des maladies, le vieillissement usuel, donc la dégradation de certaines fonctions, enfin arriver un petit peu moins à bouger ou voilà. Et le vieillissement réussi, donc avec un maintien d'un niveau de fonctionnement cognitif et physique, et une tendance à s'engager dans des activités sociales. Et c'est ça qui, à la base, se traduit comme le bien vieillir. Il y a eu d'autres définitions théoriques par d'autres philosophes, psychologues, etc. En tout cas, ce qu'on remarque, c'est que les définitions diffèrent en fonction de la culture des personnes qui définissent ce terme, des acteurs qui sont interrogés et de l'approche biologique, cognitive ou psychosociale. Ce qu'on a vu, c'est que la dimension culturelle était extrêmement importante dans la définition du bien vieillir et que la place du senior dans la société va beaucoup influer sur sa notion du bien vieillir. On le voit sur l'illustration qui est à droite. On a 4 unes du magazine L'Express entre 2009 et 2017. On passe de rester jeune avec une photographie de Sophie Marceau qui est clairement jeune, et il nous donne des leçons de jeunesse avec une personne là qui est plus vieux et qui assume le côté physique. Donc on voit qu'il y a une évolution dans la perception de la vieillesse, rien qu'avec des unes de magazines. En France, le bien vieillir est quand même très lié à un bon état de santé. C'est d'ailleurs un axe majeur de l'Agence nationale de la santé publique en France. Mais que ça dépend aussi de l'autonomie physique et neurologique et de ses connexions avec la société. Donc, on peut bien vieillir en étant en bonne santé, en cultivant un certain état d'esprit, en étant actif, donc en faisant des activités, en faisant du sport, en ayant une vie sociale et en restant autonome. Donc, il y a plusieurs axes d'innovation qui existent dans cette nouvelle tendance du bien vieillir. Le premier qu'on va voir, c'est axé sur la prévention, la santé et l'autonomie. Donc, on a vu que les risques liés à la santé étaient assez importants dans le vieillissement, et une façon de parer, entre guillemets, ces risques-là, c'est de faire beaucoup de prévention, et c'est un axe fort, en tout cas en France. Donc, on voit que la prévention, pour qu'elle soit réussie, il faut au maximum qu'elle soit sans stigmatisation, donc c'est-à-dire de ne pas donner d'indication sur l'âge, la maladie ou le handicap d'une personne. Et d'ailleurs, c'est en cohérence avec le vieillissement, mais c'est aussi en cohérence avec d'autres étapes de la vie. En règle générale, ne pas stigmatiser les personnes permet de mieux les soigner et de mieux prévenir les dégradations qui peuvent arriver.
Donc, les innovations en matière de santé, ce sont généralement des solutions qui facilitent une action d'hygiène pour les personnes seniors ou une prise de médicaments. Oui, et il y a d'autres innovations qui touchent la santé, mais qui ne sont pas en lien direct avec la santé, avec par exemple les médicaments ou l'hygiène, mais qui permettent de maintenir au maximum l'autonomie des personnes. Et plusieurs études montrent que plus une personne va être autonome, plus elle va avoir une bonne estime d'elle-même et plus elle va préserver une bonne santé et donc, sur le principe, bien vieillir. Un autre axe d'innovation qui est assez important et assez intéressant, c'est l'alimentation. On a vu dans les études que l'alimentation était un pilier du bien vieillir depuis 2008 et qu'en 2020, ça a été l'axe en première place derrière la socialisation. Et donc l'alimentation, en fait, c'est un vrai problème, dans le vieillissement, parce qu'il peut y avoir plusieurs troubles qui font qu'on a une perte de l'appétit. Et donc il y a des sociétés qui ont travaillé sur, par exemple, le visuel de ce qu'on proposait à manger aux personnes âgées, donc comme la photo qui est ici, où en fait, on va faciliter, l'action physique de manger, mais on va encore une fois, ne pas stigmatiser la nourriture qui est adaptée à ces personnes qui ont des troubles physiques pour manger, en recréant un visuel qui reste comme d'habitude pour les autres aliments, mais qui est plus facile à manger. Un autre axe d'innovation, c'est la socialisation et la vie active. Donc, dans notre étude, et je ne vais pas le détailler ici, mais on a toute une partie sur l'emploi des seniors en France. Donc, c'est forcément, enfin, on le sait, c'est de plus en plus difficile de trouver du travail quand on approche de l'âge de la retraite. Et pourtant, il y a beaucoup de personnes qui souhaiteraient continuer à travailler et continuer à rester utiles. C'est les témoignages qu'on peut voir quand il y a des seniors qui sont interrogés par rapport à ça. La retraite peut être très bénéfique et très attendue, mais elle peut être aussi redoutée par des personnes qui auront peur, une fois qu'ils n'auront plus d'emploi, de plus être utiles à la société. Donc c'est un vrai axe d'innovation. Et on a aussi ici un exemple d'un mobilier qui s'appelle La Bulle, qui a été fait par Évidence Mobilier, qui a permis de maintenir le lien social dans des maisons de retraite pendant la période du Covid, parce que le lien social est un axe extrêmement important pour le bien vieillir. On a aussi des axes d'innovation sur le divertissement et le loisir. Donc, dans le divertissement, Clarine en a parlé, il y a le tourisme, quand les revenus le permettent, les personnes augmentent leur part de tourisme dans leurs activités. Le divertissement, c'est aussi un synonyme de rencontre et de partage. Donc, il y a beaucoup d'innovation qui concerne cette thématique-là et par exemple une start-up qui propose de mettre en relation des personnes seniors et d'autres personnes, des plus jeunes, des moins jeunes, pour se retrouver pour faire des divertissements artistiques, culturels, voilà, essayer de maintenir un lien social. Et on le verra plus tard, il y a aussi des solutions de cadre de vie qui permettent d'accentuer cette rencontre et ce partage. Et on a aussi un axe très important sur l'activité physique, comme le montre par exemple le projet qui est ici en photo aux Pays-Bas où une entreprise a installé des dalles avec des exercices physiques à faire tout au long d'un parcours dans la ville et qui permet donc aux personnes qui ont envie de le faire et pas que aux seniors de faire des petits exercices physiques dans l'espace public en lien avec le mobilier urbain. Et donc, ça donne un aspect ludique, ludique de partage et maintient une activité physique. Et donc, sur la dernière notion qu'on voit dans le bien vieillir, c'est l'agisme. Donc, l'agisme, c'est toutes les formes de discrimination, pardon, de ségrégation, de mépris qui sont fondées sur l'âge. Et donc, c'est un phénomène qu'on a nommé assez récemment et qui concerne particulièrement la génération du baby-boom.
qu'on retrouve beaucoup dans le monde du travail, avec des moins de 30 ans qui sont jugés trop jeunes ou des plus de 50 ans qui sont jugés trop vieux. Et donc dans l'agisme, on peut retrouver soit le jeunisme, où on estime que des jeunes personnes sont plus aimables et possèdent plus de qualités que les vieilles personnes, ou soit le gérontocratisme, c'est un principe selon lequel les plus vieilles personnes sont mieux qualifiées que les jeunes, pour occuper, une place de pouvoir. Et c'est aussi une notion qu'on retrouve beaucoup dans le secteur du médical, puisqu'il y a certains personnels soignants, qui identifient une personne senior, qui le stigmatise et qui se dit: «Ben, dans tous les cas, c'est une personne qui va radoter, qui va, avoir mal partout tout le temps», même si en fait c'est pas forcément vrai et cetera. Donc c'est ces clichés qu'on peut retrouver par rapport à l'âge, auxquels il faut faire attention et qui peuvent être un frein, au bien vieillir. Alors maintenant, on va parler des cadres de vie des seniors. Tu peux passer. Alors déjà, la société française, il faut savoir que la société française fait face à 3 défis démographiques majeurs qui vont accentuer les exigences en matière d'attention, de soins et de qualité du cadre de vie. Par exemple, déjà, l'un des premiers points, c'est que il va y avoir de plus en plus de personnes âgées dépendantes dont il faudra prendre la charge. Il y a de plus en plus aussi d'enfants. Là, on voit en ce moment que le nombre d'inscrits en crèche et en maternelle ne fait que de croître depuis ces 10 dernières années. Et puis, il faut aussi prendre en compte le vieillissement des professionnels de santé. Donc, voilà, au regard de ces 3 enjeux démographiques, tout marché qui propose un lien fort entre la santé, le soin et le cadre de vie disposera de croissance important. Le confort du logement est une composante vraiment essentielle au bien-être. Et pour 9 Français sur 10, en tout cas, c'est indispensable au bien-être, le confort du logement. Et on a fait des recherches qui montrent le bienfait de la présence du bois dans l'environnement intérieur. Donc, ça peut être une piste d'innovation. On a vu aussi avec notre étude que les cadres de vie proposés aux seniors sont vraiment en pleine évolution. Déjà, il faut savoir que la plupart des Français souhaitent rester à domicile et ne pas aller dans une maison de retraite, mais il y a seulement 15% des Français qui ont aménagé leur logement pour l'adapter aux besoins liés à l'âge. Mais il y a quand même de nombreuses initiatives qui apparaissent pour éviter d'aller en maison de retraite, mais qui proposent des solutions un peu plus adaptées. Mais par contre, ces alternatives sont encore largement méconnues. Donc, on va en parler aujourd'hui. En ce qui concerne le maintien à domicile, comme je vous le disais, c'est vraiment quelque chose que les Français veulent. Il y a des aides financières et médicales qui peuvent être mises en place. Quand on maintient un domicile, il y a la nécessité d'aménager son logement sans le stigmatiser. Il y a plusieurs solutions qui existent, dont des systèmes de sécurité du domicile, qui est un axe très majeur au maintien à domicile. Mais je ne détaillerai pas trop ces parties de maintien à domicile, car Claire va parler de cette partie un peu plus tard. Mais par contre, ce qu'on voulait dire, c'est que dans le maintien à domicile, il faut se dire qu'il n'y a pas que l'aménagement du logement. Il faut aussi prendre en compte l'espace autour du logement, et ça, c'est très important. Il y a aussi l'espace public qu'il faut prendre en compte et les services qu'il y a autour. Alors nous, aujourd'hui, on va vous parler du coup des logements partagés pour les seniors, mais aussi des logements collectifs. La différence, c'est que dans les logements partagés, le fait de partager des espaces de vie en commun, c'est vraiment quelque chose qui est choisi. C'est vraiment le but du partage. En logement partagé, il y a l'accueil familial, qui est un exemple. Donc, c'est une solution qui permet d'accueillir les personnes âgées au sein d'une famille. Donc, ce qu'on connaît en général, c'est le fait d'accueillir quelqu'un de sa propre famille chez nous. Mais ce qu'on connaît moins, c'est le fait qu'il y a des familles qui sont agréées aussi pour accueillir des personnes âgées. Il y a l'exemple du site Cette Famille qui regroupe 10 000 accueillants et qui compte environ 20 000 personnes accueillies.
Donc, c'est un système qui est assez intéressant, surtout qu'il est beaucoup moins cher que les EHPAD. Il y a aussi la cohabitation intergénérationnelle ou solidaire. Donc là, l'idée, c'est aussi de pouvoir rester à domicile. Donc là, la personne âgée invite en fait quelqu'un à son domicile. Ça permet une cohabitation entre plusieurs générations. Ça peut être une cohabitation avec des étudiants ou alors des adultes en recherche de logement, tout simplement. Donc, ça lutte contre l'isolement social, ça favorise le rapprochement social et puis c'est très rassurant pour les familles. Il faut savoir qu'il y a aussi d'autres formes qui existent de cohabitation intergénérationnelle. Par exemple, ça peut s'apparenter à des formes de présence juste la nuit. Parfois, la personne âgée a juste besoin de quelqu'un la nuit ou juste besoin de quelqu'un, par exemple, le week-end ou juste besoin d'une présence passive quand la personne a besoin. Ça peut être une fois par semaine, imaginons. Donc, il y a plusieurs modalités qui existent autour de cette solution-là. Il existe aussi les domiciles partagés pour les personnes âgées en perte d'autonomie. Donc là, en fait, ça va être un petit peu comme une grande colocation entre personnes âgées. Donc là, chaque personne âgée a sa propre chambre, son propre espace. Parfois, ils ont leur propre salle de bain, mais ils ont des espaces vraiment en commun, par exemple le salon, la cuisine. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose de très convivial pour pouvoir protéger, mais sans isoler. Il faut savoir que dans ce domicile, il y a quand même la présence d'une auxiliaire de vie 24 heures sur 24. Et c'est dans ces domiciles, il y a environ 7 à 8 personnes, enfin 7 à 8 personnes âgées. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez grand, mais pas trop petit non plus. Voilà, un autre exemple, c'est la maison des Baba Yaga. C'est une création originale de Thérèse Clerc, qui est militante féministe française. Donc, elle a créé la maison des Baba Yaga. C'est une résidence qui est située en Seine-Saint-Denis, à Montreuil. Donc là, c'est une résidence spécialisée pour les femmes âgées. L'idée, c'est d'avoir un petit peu une maison anti-maison de retraite. Donc, pour vraiment avoir des personnes qui sont indépendantes et autonomes. L'idée, c'est de s'appuyer sur les relations sociales pour vivre avec les autres et pour rester maître de leur vie. Donc, il faut savoir. Voilà. Le béguinage. Non, c'est bon, tu peux passer. Un autre exemple, ça va être le béguinage. Là, ce sont des logements qui sont indépendants, donc totalement indépendants. Chacun a leur propre maison. Le concept originaire vient de Belgique. En fait, ça faisait référence à des maisons dans lesquelles résidaient des religieuses qui étaient appelées les béguines. Et donc, toutes ces maisons-là sont indépendantes, mais elles sont quand même reliées entre elles par des couloirs. Une autre spécificité, c'est qu'il y a toujours une église à côté, une petite cour à côté. Donc, actuellement, ces béguinages n'ont pas perdu leur valeur religieuse. Mais par contre, les béguinages ont été adaptés sous deux formes. La première forme, c'est le béguinage spécial pour les associations féminines. Et le deuxième type de béguinage, ça va être les béguinages plus orientés retraite, avec des logements un peu plus adaptés pour les seniors en perte de mobilité. Maintenant, voilà, je vais vous donner quelques exemples de logements collectifs. Le premier exemple, c'est la pension de famille. Donc là, l'idée, c'est d'avoir chacun son logement dans un immeuble, mais où il va y avoir une population assez variée dans l'immeuble quant à leur situation, différents âges, différentes situations de vie, différentes difficultés de santé. L'idée, c'est d'encourager l'entraide entre tous les habitants et de créer une vie collective plus riche. Donc, même s'ils ont leur logement individuel, ils ont quand même quelques espaces en commun. Ils ont par exemple une cuisine en commun, une blanchisserie. Ils ont des activités en commun qu'ils peuvent faire. Voilà. Un autre exemple, ça va être le centre d'accueil du jour, qu'on dit aussi CAJ. Là, l'objectif, c'est de pouvoir prendre en charge les personnes âgées durant la journée. Donc, l'idée, c'est de pouvoir ménager les aidants pour que voilà, pour qu'ils puissent un peu se reposer. Mais ça permet aussi aux personnes âgées
de se retrouver, de connaître d'autres personnes, de mener des activités ludiques et thérapeutiques. Il y a souvent des personnes âgées qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer qui vont dans ce type de centre parce que ça les stimule et ça évite que la maladie dégénère trop vite. En établissement un petit peu plus connu, il y a les résidences services seniors. Donc, ce sont des logements indépendants qui sont souvent sous la forme d'appartements en milieu rural. Ce sont des résidences qui sont non médicalisées, mais dans ces résidences, il peut y avoir du personnel qui est présent. Il y a de nombreux services, il y a beaucoup d'espaces collectifs. Par exemple, il peut y avoir des restaurants, des salles de sport, des bibliothèques. Il y a vraiment beaucoup de choses. Et ces résidences services seniors sont vraiment en progression ces dernières années. Là, en 10 ans, en à peine 10 ans, en 6 ans, il y a eu une augmentation de 10% de ces résidences-là. En autre exemple, il va y avoir les villages seniors. Donc là, ce sont des maisons individuelles, mais plutôt dans un milieu rural, ce qui permet d'avoir des espaces un petit peu plus grands, de plus grands jardins. Mais l'idée est un petit peu pareille que les résidences services seniors. Voilà, la seule différence, c'est le fait que ce soit en milieu rural. Voilà. Les MARPA, donc ce sont des maisons d'accueil et de résidence pour l'autonomie. Ce sont des maisons de retraite à taille humaine à la campagne. Là, l'idée, c'est de ne pas avoir à faire déplacer les personnes âgées. Elles peuvent rester dans leur milieu de vie. Elles ne sont pas obligées de se déplacer en ville juste pour aller en maison de retraite. Elles peuvent rester dans un milieu rural si elles le souhaitent. Et l'idée, c'est d'avoir aussi quelque chose d'un peu plus convivial. Ce sont des maisons de retraite vraiment plus petites, à taille humaine, avec une vingtaine ou une trentaine de personnes. En logement collectif, on compte aussi les EHPA. Donc, ce ne sont pas des EHPAD, on va y revenir juste après. Donc là, ce sont des établissements d'hébergement pour personnes âgées. Donc là, la différence, c'est que les personnes peuvent venir en court ou long séjour, mais cette structure-là n'est pas médicalisée. Donc là, à la différence des résidences services seniors, c'est qu'on va rentrer dans la catégorie des services sociaux et médico-sociaux. Donc, ça ne va pas être géré par les mêmes personnes, ça va plutôt être géré par les structures publiques, alors que les résidences services seniors sont plutôt gérées par du privé. Et enfin, les EHPAD, bon, là, c'est un logement beaucoup plus connu, donc établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Donc là, comme le nom l'indique, on va retrouver des personnes qui sont beaucoup moins autonomes, qui sont dépendantes. Et donc, le logement, enfin, la résidence est médicalisée pour vraiment pouvoir subvenir aux besoins des personnes âgées et pouvoir vraiment les aider. Donc, il y a une surveillance au quotidien, il y a toujours des activités, des soins adaptés. Et voilà, il y a plusieurs unités spécialisées dans les EHPAD, mais voilà, je ne vais pas détailler aujourd'hui. Donc du coup, pour conclure sur cette étude que nous avons faite, on peut dire que l'estime des personnes âgées passe par leur considération par autrui, tant dans les liens sociaux que dans les liens avec leur environnement physique. Que la définition du bien vieillir met l'accent sur le maintien de l'autonomie, que ça soit une autonomie fonctionnelle, physique, mentale et sociale, mais que c'est avant tout une question de perception, et d'abord une perception, de soi. Et donc, l'idée c'est qu'on voudrait transmettre, c'est que c'est la non-stigmatisation qui va être la plus importante, pour concevoir, des produits d'aménagement, pour le bien vieillir. Et donc si on arrivait à imaginer des solutions, qui ne soient pas liées à un problème directement à la vieillesse, mais plutôt à des solutions, inclusives qui pourraient convenir à une personne de 30, 45 ou 75 ans, on réussirait, le pari, du bien vieillir et d'un aménagement, accepté et utile, par tous.
Je vais maintenant passer la parole à Claire Letertre, donc de Leroy Merlin Sources, qui a aussi beaucoup travaillé sur ce sujet du bien vieillir. Merci beaucoup, Justine. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, je vais vous présenter des données sur les seniors et les enjeux du vieillissement à partir des recherches qu'on a menées au sein de Leroy Merlin Sources. Et donc, je vais vous présenter qui nous sommes, qu'est-ce que Leroy Merlin Sources pour Leroy Merlin, de qui on parle quand on parle de seniors, pourquoi s'intéresser au sujet du vieillissement, et enfin, un petit focus sur un habitat adapté et ce que ça peut être. Donc moi, je travaille chez Leroy Merlin au sein de la stratégie habitant, qui est une direction marketing stratégique dans laquelle a été constitué un centre de connaissances pour rassembler au même endroit la recherche et la direction des études. Les missions et les objectifs de ce centre de connaissances, c'est de pouvoir développer nos connaissances sur les habitants, leur habitat et leur façon d'habiter, de pouvoir imaginer l'évolution de leurs besoins et d'être considéré comme la référence des savoirs de l'habitat, tant en interne, puisqu'en fait, toutes les connaissances qu'on acquiert, on les rassemble et on les simplifie pour les diffuser à l'ensemble des collaborateurs de Leroy Merlin, mais aussi en externe et surtout via leroymerlin.fr, mais aussi Leroy Merlin Sources, qui est un site à part, je reviendrai juste après, où on peut diffuser nos résultats de recherche et participer à des interventions comme celle-ci. Donc, Leroy Merlin Sources, qu'est-ce que c'est? C'est le réseau de recherche de Leroy Merlin sur l'habitat qui a été créé en 2005. Il rassemble près de 60 chercheurs, académiques ou indépendants et professionnels de l'habitat. Au sein de ce réseau, les chercheurs vont partager des thématiques, mais aussi leurs approches de leur discipline et de leur métier. Et ils vont pouvoir élaborer en coopération avec nous, en partenariat, des chantiers de recherche. Depuis 2011, c'est donc plus de 60 recherches qui ont été conduites, avec pour objectif d'appréhender et de comprendre les évolutions et les modes de vie, les attentes et les besoins des habitants, ainsi que leur stratégie personnelle d'adaptation au regard des grandes évolutions qui sont démographiques, énergétiques, numériques et qui vont impacter le logement. Les savoirs qu'on crée au sein de Leroy Merlin Sources sont tous disponibles en open source sur le site leroymerlinsources.fr. Nous avons rassemblé les résultats des recherches que nous avons menées entre 2017 et 2020 dans un ouvrage dont vous avez la couverture juste avant. Voilà, le livre est là et que vous pouvez recevoir sur simple demande sur le site Leroy Merlin Sources. La thématique que nous avons appelée au sein de notre réseau Habitat et Autonomie et donc qui étudie les rapports entre les habitants et leur logement et son adaptation pour permettre une autonomie tout au long de la vie est celle que nous avons la plus investiguée depuis la création du réseau. Notre recherche emblématique qui s'appelle J'y suis, j'y reste et elle donne la parole aux personnes âgées dans 3 volets vidéo de 52 minutes chacun. Ces 3 volets ont été réalisés en partenariat avec AG2R La Mondiale et conduits par Marie Delsal. Le premier volet donne à entendre, donc vous avez la première jaquette en rouge, c'est J'y suis, j'y reste volet 1 qui donne la parole aux personnes âgées sur leur motivation à rester chez elles le plus longtemps possible. Le deuxième intègre en complément la parole des aidants familiaux et professionnels. Et enfin, le volet 3 se focalise plus particulièrement sur la problématique des travaux d'adaptation des logements. Nous avons également réalisé 2 recherches avec Mélissa Asli-Petit, l'une sur l'aménagement du logement des jeunes retraités et une autre sur l'utilisation des objets connectés par ces jeunes retraités. Certaines recherches donnent lieu à des expérimentations que nous avons appelées recherche-action. Et en 2018, nous avons mené une recherche à Dax en lien avec le Forum urbain et l'École nationale supérieure d'architecture et du paysage de Bordeaux et d'autres partenaires locaux. Ça consistait à rénover et adapter un logement mis à disposition par un bailleur social. Ce logement était loué à des personnes âgées venues suivre une cure thermale pendant 3 semaines. Et donc, les personnes ont pu vivre dans ce logement et tester différents dispositifs. Et l'objectif de cette recherche était de pouvoir étudier l'appropriation de ces dispositifs, mais aussi le transfert possible de ceux-ci au sein du logement des personnes âgées. Ce que je vous propose maintenant, c'est de pouvoir découvrir un petit film. C'est un extrait du premier volet de J'y suis, j'y reste, donc sur les motivations des personnes âgées à rester chez elles. Donc, c'est un court film qui pose bien
le contexte et la problématique. Il faut bien s'arranger. On me le dit souvent, mais il faut s'arranger. S'arranger. C'est pour ça que je leur dis, vous allez voir, quand vous allez vieillir, comment vous allez vous le ranger. Il faut bien que je m'arrange quelque part, moi, pour ouvrir mes volets, fermer mes volets, quand ces gars viennent, là. Alors, je fais comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. J'ouvre là, j'ouvre la fenêtre, je me mets là-dedans et je prends le rideau, le volet. Vous voyez? C'est cette chose d'être tout le temps toute seule, toute seule. Il y a un aménagement que j'appréhende, parce que je suis diabétique et cardiaque. Et j'appréhende de ne plus pouvoir monter l'escalier. Je n'ai peut-être pas assez de souffle, mais je n'ai plus la niaque. Pour moi, la liberté, ça a une très grande importance. Je suis pas comme un oiseau, mais je tiens ma liberté. Je suis une grande nomade de la région parisienne, c'est-à-dire que j'ai dû habiter dans, je ne sais plus, une quinzaine d'appartements. Et puis mes enfants étaient très contents de me voir emménager ici. C'est quand on va bien qu'on est capable d'imaginer des choses intelligentes. Et ma hantise était qu'un jour, je sois devenue une valise et que mes fils et filles se disent « Qu'est-ce qu'on va faire de la grand-mère ?» Voilà, donc c'est une version très courte de J'y suis Gérès que vous pouvez retrouver sur le site leroymerlinsource.fr, en version beaucoup plus longue évidemment. Et donc nous, notre démarche, c'est vraiment de pouvoir écouter les personnes et de tirer des enseignements à partir de ce qu'elles nous disent. Donc ce que vous avez pu entendre dans ce film comme grande notion, évidemment, il y a les parcours de vie, les parcours résidentiels qui sont retranscrits, mais c'est vraiment les notions de liberté, de confort, de bien-être, d'adaptation du logement, mais aussi d'accessibilité, de solitude et de pouvoir continuer à prendre des risques et donc, pour ainsi dire, de vivre comme en fait on l'a toujours fait. Donc, qui sont ces seniors? De qui parle-t-on? Je ne vais pas revenir sur des grandes données chiffrées que Justine et Clarine ont données juste avant, mais vraiment essayer de déconstruire un petit peu des a priori qu'on peut avoir. Senior ne veut pas dire dépendant, au contraire. Seuls 8% des seniors sont dépendants, même si 7 millions de seniors déclarent subir un problème physique ou intellectuel, donc dans leur marche, dans leur vision ou dans leur audition. Senior ne veut pas non plus dire inactif. Il y a un senior sur 30 qui cumule retraite et activité professionnelle en 2016, avec une plus forte proportion chez les cadres et les indépendants. 44% des seniors font du bénévolat et 43% des maires sont retraités. Je vais vous présenter rapidement une segmentation qu'on a pu faire sur les profils des seniors. On a mis des tranches d'âge qui sont vraiment des indications. Ce n'est pas du tout inexorable, ce n'est pas du tout strict, rigide, mais c'était vraiment pour donner des indications aux collaborateurs sur des motivations et des éléments qui pouvaient changer, puisque comme Justine et Clarine l'ont dit, il n'y a pas un âge où on décrète qu'on est vieux.
Ce n'est pas à un âge aussi particulièrement qu'on va se sentir vieux, parce que globalement, plus on est vieux, moins on se sent vieux. Pour les Français, en moyenne, on est vieux à 69 ans, et plus on est aisé, moins on va se sentir vieux aussi. Donc, le premier profil, c'est ce qu'on a appelé les seniors actifs, donc constituent entre 60 et 70 ans. Donc, eux ne se sentent pas vieux. Ils refusent d'anticiper leurs vieux jours et refusent d'être stigmatisés. Ils vont être plutôt dans la recherche d'aménagement et non pas d'adaptation, de confort et de modernisation de leur habitat, tout en lien, en gardant un petit peu la tradition dans des meubles qu'ils auront pu hériter. Ils ont du temps pour mûrir leurs projets, donc ils vont avoir besoin de temps dans les magasins pour choisir leurs meubles, leurs solutions d'aménagement. Ils vont aussi parfois devoir accompagner leurs propres parents dans l'adaptation de leur logement, voire dans leur quotidien, et donc ils vont avoir un rôle d'aidant familial. Et pour certains, ils vont aussi être propriétaires d'une résidence secondaire qu'ils vont devoir entretenir. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle les seniors autonomes. Donc là, c'est une cible plutôt disparate parce que certains vont être en bonne forme, d'autres vont vivre leur premier accident de santé et ils sont plus à l'écoute de solutions qui vont leur faciliter leur vie et leur confort, notamment thermique. Donc, c'est avoir chaud l'hiver, mais aussi pouvoir avoir de la fraîcheur en été. Leurs ressources sont très variables aussi et donc ils vont prioriser l'épargne, d'où la nécessité d'envisager des solutions d'aménagement pour tous les budgets. Le troisième profil, donc plutôt entre 80 et 90 ans, c'est ce qu'on va appeler les seniors plutôt fragiles. Eux, ils vont ressentir le vieillissement et ses effets, donc à travers un ralentissement du rythme, une baisse de la vue, de l'audition. C'est aussi l'âge où les chutes sont les plus nombreuses et donc le logement va devoir s'adapter, notamment pour améliorer l'accessibilité de la maison et la réalisation de tâches quotidiennes, mais aussi pour le confort de la maison. Et après 90 ans, là, on peut tomber chez des seniors qui vont être beaucoup plus dépendants. Ils sont en perte d'autonomie pour certaines activités du quotidien. Donc, et ils vont devenir dépendants soit à la suite d'un accident ou une détérioration de leur santé. En tout cas, ils veulent rester le plus longtemps possible dans leur logement, qui doit donc être adapté, voire parfois intégrer du matériel médical. En synthèse, ce qu'on peut dire, c'est que l'âge n'est qu'un indicateur. Senior et retraité ne veut pas dire inactif, loin de là. Être senior n'implique pas d'être handicapé ou dépendant. Il refuse la stigmatisation et la disparité au niveau des ressources est importante. Donc, certains vont avoir des moyens et d'autres beaucoup plus modestes, voire très modestes. Et ils ont du temps pour leur projet, donc ils vont avoir besoin de ce temps pour mûrir leur projet. Et il faudra bien faire la différence entre aménagement et adaptation. Alors, pourquoi s'intéresser au sujet du vieillissement et quels en sont les enjeux? Justine et Clarine l'ont dit, c'est d'abord un enjeu de société, puisqu'en 2050, un Français sur 3 aura plus de 60 ans, donc ce qui représentera près de 23 millions de seniors. C'est une augmentation importante, puisqu'en 2018, un Français sur 4 a plus de 60 ans, ce qui représente 17 millions. C'est surtout la population des plus de 80 ans et le nombre de personnes de plus de 80 ans qui augmentera beaucoup, puisqu'il aura plus que triplé, si bien qu'en 2050, il y aura plus de personnes âgées de plus de 65 ans que de moins de 20 ans. C'est un enjeu économique, on l'a aussi évoqué à travers la notion de silver economy, qui aujourd'hui représente 94 milliards d'euros et qui en 2040 sera estimé à 130 milliards d'euros. C'est un enjeu économique puisque aujourd'hui, 75% des 65 ans et plus sont propriétaires de leur résidence principale. 43% des maisons sont détenues par les 65 ans et plus. Et près d'un ménage de retraités sur 3 possède une résidence secondaire. La disparité économique, elle se concrétise de cette façon puisque le revenu médian d'un retraité est estimé à 1 770 € par mois. Donc, revenu médian, c'est-à-dire que 50% des retraités gagnent moins et 50% gagnent plus. Et donc, à l'autre opposé, on a par exemple 20% des retraités qui gagnent moins de 1 290 € par mois. Les dépenses moyennes d'un senior baissent de 15% au moment du départ à la retraite. Et il faut savoir que 55% des personnes en situation de précarité énergétique aujourd'hui sont des 60 ans et plus.
Donc forcément, tout ça, ça va avoir un impact sur l'habitat. Donc on l'a vu, il y a 9 seniors sur 10 qui veulent vivre et qui vivent encore chez eux aujourd'hui, et ils sont même encore 85% à rester chez eux à 90 ans. Donc c'est très important puisque il y a beaucoup de logements qui sont inadaptés, et l'ANA, donc l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat, estime seulement à 6% le nombre de logements étant adaptés et 2 millions de logements qui devraient l'être. C'est aussi au sein de l'habitat que l'on compte le plus de chutes, car un senior sur 2 chute à son domicile, et on y dénombre même 9000 décès par an, ce qui est plus que le nombre d'accidents de la route. Et la majorité de ces chutes se passent à domicile, dans la maison, et souvent liées à un élément de l'habitat. Donc, je vous ai mis quelques exemples sur la slide. Donc, il y a 34% des chutes qui sont liées au revêtement de sol, 8% à cause de l'escalier et 6% à cause du lit. L'habitat, c'est vraiment un enjeu puisque, en fait, 4 seniors sur 5 résident dans le même logement qu'avant la retraite, et ils sont 1 sur 5 à déménager pendant la retraite ou au moment du passage à la retraite, donc soit vers le soleil, donc plutôt les zones littorales ou du sud, et après on remarque un léger pic de mobilité vers 75 ans en raison d'un accident de la vie. Donc ça, c'est vraiment plutôt des déménagements volontaires, puisqu'il y a aussi des déménagements qui sont plutôt liés aux contraintes. Seuls 16% des entrées sont le fruit d'une décision personnelle dans l'entrée d'un établissement spécialisé. Et l'âge d'entrée en moyenne dans ces établissements est plutôt autour de 85 ans et 8 mois. Je voulais vous faire un petit focus sur les pièces de la maison à adapter pour le bien vieillir. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on parle beaucoup de la salle de bain, des pièces des WC, mais un logement adapté, c'est bien. Mais s'il est adapté et accessible, c'est encore mieux. Parce qu'on voit beaucoup dans certains logements, les toilettes ou la salle de bain se trouvent à l'étage. Et donc, si cette salle de bain est adaptée, mais qu'en fait, cette pièce est inaccessible, en fait, ça sert un peu à rien. Donc, du coup, on a fait, pour les collaborateurs, on a identifié différentes zones de la maison et on a mis des choses à savoir ou à penser. Par exemple, sur l'extérieur, on peut motoriser les accès, on peut aplanir les seuils, on peut ajouter une barre d'appui. Sur les espaces de circulation intérieure, c'est effectivement sécuriser les accès, éclairer, puisqu'il faut savoir que la vision est un problème assez important chez les personnes âgées. Donc, pensons à l'éclairage qui soit bien dosé, pas trop contrasté, notamment quand on passe d'une pièce moins éclairée à une pièce très éclairée, éviter les effets d'éblouissement. Sur la cuisine, c'est par exemple privilégier l'éclairage d'ambiance, mais aussi de précision sur certaines pièces et certains gestes du quotidien, placer les électroménagers au bon niveau. La pièce à vivre, pareil, c'est multiplier les prises électriques à hauteur, les différents accès aux points de lumière, la motorisation des volets, par exemple. La chambre, ça peut être surélever le lit pour faciliter le lever, mais aussi le coucher. Avoir des éléments dans les penderies qui soient à hauteur et qui ne soient pas trop hauts, notamment pour les douleurs articulaires. Bon, salle de bain, là, c'est plus connu, par exemple, avec le remplacement de la baignoire à la douche à l'italienne, mais aussi de prévoir des assises pour pouvoir faire sa toilette en position assise. Donc, et du coup, ça va être un meuble vasque sans meuble en dessous, des siphons calorifugés pour éviter les effets de brûlure, des miroirs orientables, etc. Et pour la pièce WC, donc c'est assez connu au niveau des WC suspendus, des barres d'appui, mais il faut aussi penser au sens d'ouverture de la porte, parce que si la personne chute dans son WC, il faut qu'on puisse pouvoir accéder à la personne. Et donc, si la porte s'ouvre vers l'intérieur, et là, elle peut bloquer l'accès, et donc c'est plus difficile. Donc, ce qu'on peut dire en synthèse, c'est que c'est parfois nécessaire d'adapter, mais attention à la stigmatisation. La salle de bain, c'est une pièce indispensable, mais pas seulement. Attention aussi au confort visuel, donc l'équilibre entre éclairage d'ambiance et de précision, et donc d'avoir des astuces simples pour favoriser l'autonomie et surtout pour pouvoir maintenir ses activités à domicile. Voilà, donc rapidement,
des éléments qu'on a pu aborder au cours de 16 années de recherche. Donc, toutes nos publications scientifiques et documentaires sont disponibles sur leroymerlinsource.fr. Si vous avez des questions, des compléments d'informations ou si vous souhaitez recevoir l'ouvrage, n'hésitez pas à envoyer un petit mail. Je vous répondrai avec plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Claire, pour ce témoignage. On voit que c'est très complémentaire avec l'étude qu'on a fait et qu'on converge vraiment sur les axes pour bénéficier aux seniors et participer au bien vieillir de notre société.